Bonjour Emmanuel, vous allez bien? Bonjour Henri, oui, on s'est vu il n'y a pas longtemps déjà. Ouais, c'était il y a 2 jours, juste avant le week-end. Oui, on se quitte plus. Non, c'est un peu chaud là, hein. Ouais. Alors, moi je voudrais reparler, et je vais parler plusieurs fois parce que il y a quelque chose vraiment me touche beaucoup en ce moment et je me demande si je souhaite en parler parce que je me demande si je me trompe ou si j'ai raison et donc c'est pour ça que je veux évoquer ça avec les gens qui nous regardent et ensemble. Bon, je l'ai déjà dit, j'ai été très marqué par un ouvrage qui est celui-ci, que vous voyez, j'ai pas tout à fait fini, puisque voilà, ma marque est là. Ça s'appelle donc Hitler, et c'est Yann Kersua qui a fait ça. Alors, je vous montre le livre. Alors, cet ouvrage est absolument stupéfiant de qualité. Je trouve cet auteur très précis, très honnête, très accessible. C'est vraiment un livre qui est vraiment bien sur un sujet d'humanité qui évidemment nous touche puisque ça se passe chez nous. Finalement, Hitler c'est en Europe. Alors des situations comme celle d'Hitler épouvantables, il y en a partout dans le monde, il y en a eu avant, il y en aura après, il y en a pendant. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que là ça touche l'Europe, donc nous, hein, et le deuxième problème c'est le volume colossal de cet accident de parcours. Alors, dans ce livre, tout d'un coup, on prend conscience qu'Hitler est un porte-parole, mais qu'en réalité, c'est le peuple allemand qui dérape. Et moi, la chose qui m'est sautée aux yeux, c'est, je me suis dit, mais ce dérapage, ça ressemble à une maladie. On a l'impression que ce dérapage, personne ne le maîtrise, que c'est pas quelque chose de... Et je me suis dit, ça donne l'impression d'une maladie comportementale. Et je me suis dit, mais voilà, le comportement, on a deux types de comportements. Il y a le comportement individuel et le comportement grégaire, le comportement du groupe. On sait comment, on connaît un peu les maladies de comportement individuel. Est-ce que le comportement du groupe peut être lui aussi malade? Parce que nous sommes tour à tour dans un comportement individuel et dans un comportement collectif. On est un peu semblable aux étourneaux. Vous voyez, les étourneaux, ça peut vivre tout seul. C'est un oiseau qui vit tout seul. Hein. Il paraît que c'est assez marrant d'ailleurs. Ça imite les bruits, etc. C'est un peu comme un ménate. Il y a les tourneaux, donc il vit tout seul. Et puis les tourneaux, quand il est en groupe, ce qu'on a tous vu, à ce moment-là, il a une vie de groupe et il dépend du groupe. Il ne peut pas... Alors... Donc ça m'a fait réfléchir à la maladie essentielle, enfin une des maladies qu'on connaît bien, que tout le monde connaît. Quand je dis bien, non, c'est excessif, moi je la connais comme tout le monde, pas bien parce que c'est pas mon métier. Mais la schizophrénie, on sait à peu près comment ça fonctionne quand cette maladie touche l'individu. C'est une maladie comportementale. Elle a 3 étapes. Première étape, le malade perd de vue la réalité. Il construit une fausse réalité à qui, pendant un moment, évidemment, vient se juxtaposer à la vraie réalité. Donc il y a une perception d'une fausse réalité et d'une vraie en même temps. Ce mélange des deux génère une déstructuration de la pensée. À ce moment-là, le malade commence à faire n'importe quoi. Et puis, la troisième étape, c'est que la déstructuration devient si importante que le malade s'isole et que, à force de s'isoler, il finit par plus pouvoir rien faire, et puis il finit en principe par disparaître. Là, très souvent, il se donne la mort. Donc la question que en lisant ce livre, on se dit, mais est-ce que dans leur comportement collectif, les Allemands n'auraient pas tout d'un coup fait l'objet d'une schizophrénie collective? Est-ce que cette maladie peut... Alors je pose la question, moi je ne sais pas, parce que ce n'est pas ma spécialité, et tout d'un coup, c'est l'impression que ça me donne. Et là, on franchit les 3 étapes. Première étape, on part dans l'irréel. Alors l'irréel, à l'époque, il y a d'un côté la réalité, c'est-à-dire l'Allemagne est en difficulté, lourde, elle est ruinée, elle a perdu la guerre, elle a des dommages de guerre, il y a la crise mondiale occidentale, la crise de 29, et à partir de là, les Allemands construisent
une idée, ils cherchent un bouc émissaire. Bon, ils vont décider, à l'époque, le racisme n'est pas comme aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez commun, hein, alors qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est indigne, mais à l'époque non. Hein. Donc à partir du racisme, ils construisent une idée de complot, donc ça va être le complot juif, et ils se mettent dans l'idée que s'ils arrivent à éradiquer les juifs, eh ben, tout ira beaucoup mieux. Et comme ils sont une race supérieure, ben, évidemment. Bon. Alors ça c'est un discours qui commence dans les années 20, qui prend Hitler comme porte-drapeau, uniquement parce que c'est un violent, et puis que c'est quand même un grand orateur, hein, et que donc ben, c'est lui qui symbolise pour les fous, va synthétiser cette pensée, mais qui en fait est une pensée globale. Bon. Donc à partir de cette erreur de pensée, la réalité va commencer à se transformer pour les Allemands, et on va arriver à la déstructuration de la politique, c'est-à-dire que l'organisation politique va être totalement déstructurée. Il n'y aura plus donc de véritables lois ou constitutions, si vous voulez, parce qu'on va se retrouver, tout le monde va simplement, tous les ambitieux vont avoir comme objectif tout simplement d'adhérer à cette irréalité. Il suffira de dire qu'on travaille au service de l'éradication du complot juif mondial et de la venue de l'allemand de l'arien pur. De l'arien pur. Il suffira de dire ça pour pouvoir faire n'importe quoi sans avoir aucune compte à rendre. De compte à rendre. Bon. Donc c'est la déstructuration totale. Et la troisième étape, c'est effectivement l'enfermement qui va générer la déclaration de la guerre au monde entier. Bon. Et ça finit d'une manière suicidaire pour l'ensemble du pays. Bon. Donc si on admet, à partir de ce livre, on comprend ça. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui l'ont déjà... Moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais lu cette hypothèse. Peut-être des gens qui ont lu cette hypothèse, j'en sais rien, ou qui ont déjà écrit, je veux dire. Mais si on accepte que cette chose est possible, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une maladie comportementale collective, une maladie du comportement collectif, si on prend cette hypothèse, ça change beaucoup de choses et ça donne un regard tout à fait différent sur les choses, notamment sur la France aujourd'hui. Parce que sur la France aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'effectivement, on a l'impression que les symptômes sont en cours sur les réalités. Les réalités, ça fait maintenant une trentaine d'années qu'on se la bombe, c'est-à-dire le complot des riches, et pour éliminer le complot des riches, la redistribution. Alors, on sent bien que c'est irréel, parce que il ne peut pas y avoir de complot des riches, il n'y a pas de complot des riches. Les riches, ils sont, d'abord, en règle générale, ils sont assez égoïstes, ils veulent tout pour eux. Ils pensent qu'à être riche. Oui, ils pensent qu'à être riche, voilà, c'est aussi con que ça. C'est déjà pas mal. Donc, si vous voulez, de là à faire des complots, c'est absurde. Bon. Donc, il faut avoir jamais vu de riche de sa vie pour savoir qu'un riche, ça ne complote pas, ça roule pour lui. Bon. Et puis, c'est d'ailleurs ce qui d'ailleurs le rend fragile, parce que le riche est fragile, et c'est pour ça qu'il le reste en règle générale. En règle générale, il ne le reste pas. Et puis la redistribution, c'est absurde, parce que si vous voulez, si la redistribution est dictée par quelqu'un, comment savoir si elle est faite comme il faut ou mal? Comment savoir si celui à qui on redistribue le mérite, ou s'il va dépenser bêtement cette redistribution, qu'il n'a pas gagné? Enfin, on sent bien qu'on est tout de suite dans l'irréel, on est dans un espace qui n'a pas de réalité. Donc on voit bien que on sent bien que cette pensée, donc les riches, boucs émissaires, qui complotent, et la redistribution panacée universelle, on sent bien que c'est une pensée envahissante. Et cette pensée étant irréelle, elle génère une distorsion de nos institutions. Et elle donne l'explication. On a aujourd'hui une espèce d'impression d'errement des différents gouvernements qui font des lois à droite, à gauche, mais personne n'est cohérent, parce qu'il suffit, pour faire une loi, de se recommander de la redistribution, de l'égalité forcenée et de l'affaiblissement du riche pour pouvoir passer n'importe quelle loi. Bon. Et pour pouvoir ensuite avoir n'importe quelle attitude. Et donc, face à cette incohérence, à cette déstructuration, lorsqu'on amène l'objectivité, la raison, on est dans le vide. On le voit très bien, nous, quand on va au tribunal administratif, on est dans le vide. Les gens à qui on parle, ils n'entendent pas, ils ne peuvent pas entendre
la raison, parce qu'ils sont dans une espèce de monde qui n'existe pas, c'est-à-dire ils sont partis, et moi je pense qu'effectivement, ils sont malades. Alors, enfin, leur pensée est malade. Le groupe est malade. Donc, si on pense que ça peut être ça, ça veut dire qu'on est à l'étape 2. Donc, on va sous peu soit arriver à se soigner, à se guérir, soit à rentrer dans l'étape 3. Donc, l'étape 3, c'est quoi? C'est isolement, qui dure un certain temps, et puis ensuite, perte totale de repères et disparition. Alors, quelle différence il y a entre le comportement collectif et le comportement individuel? Le comportement collectif, il est susceptible d'évoluer puisqu'il est majoritaire. Donc, une majorité, on peut imaginer que dans une collectivité, un certain nombre de gens se trompent, mais s'ils ne sont pas suffisamment nombreux et que la majorité ne se trompe pas, la collectivité va quand même avancer. Bon, ce qui est dans un individu, c'est plus compliqué puisque c'est les mêmes cellules. Hein. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la majorité pourrait reprendre la raison? Moi, structurellement, aujourd'hui, ça ne me paraît pas possible. Parce que ça ne peut pas être un problème purement intellectuel. Il faut que ce soit un problème structurel. Donc, il faudrait éradiquer le mensonge. Or, pour l'instant, la base de notre société politique, la base de notre démocratie, c'est le mensonge. Elle est basée sur le mensonge intégral. C'est le mensonge. Donc, à partir du moment où c'est le mensonge, ce mensonge, si un certain nombre de gens le croient, on est dans l'irréel. Donc on est déjà dans la schizophrénie. Ouais. Donc, pour revenir à la éradication du mensonge, il faudrait structurellement, comme on a déjà eu l'occasion de parler, par exemple, que les gens qui prétendent à être élus, il faudrait qu'ils aient à remettre un bilan économique et qu'ils aient ensuite, après qu'on vote sur ce bilan économique, ensuite qu'ils aient à le respecter, et s'ils ne le respectent pas, qu'ils soient sanctionnés par ne plus pouvoir se représenter. C'est-à-dire qu'il faudrait un certain nombre de garde-fous qui puissent ne pas permettre aux ceux qui veulent être élus de mentir, pour ne pas introduire l'irréel. Voilà. Donc, alors ça, c'est irréel. Ça, c'est difficile. Oui, demander aux politiques de ne plus mentir et d'être responsables. Oui, mais, oui c'est irréel aujourd'hui, mais ça sera la vérité demain, parce que si on ne fait pas ça, et que ça se déroule comme on pense que ça va se dérouler, ça veut dire qu'on va être éradiqué. Et une fois qu'on aura été éradiqué, il faudra même partir sur d'autres bases. C'est ce qui s'est passé pour les Allemands. Les Allemands qui ont eu un accès de folie, donc il y a 70 ans, aujourd'hui sont les plus pragmatiques et les plus raisonnables de l'Europe. Donc ils sont repartis sur des bases, et puis la folie, ils disent non, ça va, on a déjà donné, on n'est pas tout à fait prêt à repartir vers la folie. Alors, il y en a toujours une petite partie, mais ils n'ont pas la majorité. Voilà. Donc, non, je sais pas, je pense qu'on peut peut-être y échapper. Je trouve le sujet tellement important que donc on fait cette vidéo là, mais j'ai refait un billet que je mettrai demain qui redit la même chose, donc ça fera 3 fois, 4 fois qu'on dit la même chose, mais parce que je voudrais vraiment qu'on en parle. J'accepte l'idée que je peux me tromper complètement, hein, mais j'aimerais en parler parce que je crois que c'est un sujet très important, parce que si on arrive à la conclusion que le comportement collectif est susceptible de contracter des maladies, ça change beaucoup de choses, parce qu'à ce moment-là, on peut rentrer dans un système de soins. C'est-à-dire on peut se dire, bon, essayons de ne pas choper la maladie. Mais on n'est pas obligé d'attraper une maladie. Mais ils ne veulent pas être soignés. Non, là vous êtes pessimiste. Dans la mesure où les gens, tant qu'on ne sait pas qu'on est malade, on n'a pas de raison de vouloir être soigné. Tant qu'on croit que... Parce que c'est ça le problème du schizophrène, c'est qu'il n'a pas l'impression d'être malade quand même. Hein. Bon. Donc il faut qu'on lui dise. On lui dit, attendez, vous êtes malade, cher ami. Non, mais lui, il n'a pas l'impression d'être malade. Donc une société dont le comportement collectif est schizophrène, évidemment, elle ne s'en aperçoit pas. Mais si on arrive à dire, mais attention, là, vous voyez, c'est pas un accident, c'est pas une mauvaise volonté, c'est une maladie. Donc on va essayer de se soigner. Moi, je pense que ça change les choses. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Bon. Ça vous laisse perplexe? Non, mais je trouve que ce que vous dites est très bien, mais oui, ça me laisse sur la suite. Ça me laisse... Ce que j'ai dit est très bien. Bon, alors, j'ai lu, évidemment, tout le monde l'a lu, je suppose, le livre de Yanis
Varoufakis qui est dans Paris Match, pas lui, mais dans Paris Match. Donc il s'appelle. Ah, c'est notre ministre des Finances grec. Le Minotaure planétaire. Alors, on vient de parler d'incohérence. Alors là c'est le livre le plus incohérent que j'ai jamais vu de ma vie. Alors, donc c'est n'importe quoi. Donc, pour vous dire l'incohérence, c'est très simple. Il dit ceci, je vais dire ceci. Il dit ceci. J'aurais pu intituler ce livre L'aspirateur planétaire. Pourquoi ? Parce qu'il trouve absolument scandaleux, il n'est pas le seul d'ailleurs, le fait que les surplus du monde, c'est-à-dire les bénéfices du monde, ont été aspirés par le déficit américain. C'est-à-dire que les Américains se sont non seulement anormalement endettés, mais en plus ils ont aspiré dans leur endettement la totalité, depuis 1970, des bénéfices du monde. Bien. Alors là, on est obligé de lui donner raison à M. Varoufakis. Il a raison. Mais le problème, c'est qu'à la fin de son livre, il veut faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de le faire pour les Américains, il veut le faire pour la Grèce. Alors là, c'est très fort. Hein. Il dit, ben oui, l'Europe se casse la gueule à cause de l'absence d'un mécanisme de recyclage des excédents au cœur de la zone. C'est-à-dire que ceux qui reprochent aux Américains de faire une manière mondiale, ben lui, il voudrait que les Grecs continuent à claquer le pognon, et puis que les Allemands qui font des économies leur donnent le fric. Voilà. Donc, c'est quand même... On est au bout du bout, là. Hein. Là, quand un type de ce niveau-là, puisqu'il paraît qu'il est professeur d'économie, moi j'y connais rien, je ne suis pas professeur d'économie, mais quand un type de ce niveau-là écrit ça dans le même livre, on se dit, bon ouais, il y a un problème quand même, là, il y a un problème. Donc, pour moi, M. Varoufakis, pas sérieux. Voilà, mon avis. Hein. Bon. Alors après, bon, il y a plein de choses quand même, bon, ça peut se lire parce que c'est pas antipathique, il y a plein de choses intéressantes, bon, c'est sûr qu'il a... C'est pas inintéressant, mais c'est incohérent. Quoi. Donc, parce que la cohérence, c'est important. Voilà, vous avez l'air songeur, parce que c'est vos soucis personnels qui non, entre autres, mais je vous écoute, là, c'était... Oui, oui, mais alors, d'accord, vous m'écoutez, mais il faut quand même... Des fois, j'ai pas toujours quelque chose à dire. Hein. Ah, bon. Il est plus sage d'écouter, souvent. Alors, on fait comme ça. Alors, on dit, là, on va pas se revoir après-demain. Non. Bon, alors on vous dit, à bientôt. À bientôt, au revoir.